On On veut bien voir tout. Vous voulez tout? Pourquoi pas, franchement. Je vous fais tout. Puisque j'avais préparé, donc... À toutes alors, je ne vais pas dire tous, puisque... Ah ben il y en a quand même Ah quelques-uns. oui, mais eux, ils étaient là. Ils n'avaient pas le choix, en fait. Alors, avant de laisser place au plaisir de la découverte de la figure et de l'œuvre de Valentine de Saint-Point, un petit mot sur nos propositions du mois de mars. Donc demain, oui, dès demain, dans le cadre de notre travail avec l'IMEC, nous accueillerons un jeune écrivain prometteur publié chez Corti, Grégoire Souris. Le week-end prochain, c'est le premier tour des élections municipales. C'est pas le prochain en fait, c'est celui d'après, je me suis trompée. C'est aussi le dernier match du tournoi Destination, autrement dit la finale, puisque c'est un France-Angleterre. Mais c'est aussi Bloody Fleury, ce chouette festival super sympa dédié au meurtre. Et c'est vrai, le meurtre, ça détend. Le 19 mars, avec Oser le féminisme, on va accueillir Violaine de Philippis Abbat, avocate et militante féministe. Le vendredi 20 mars, comme c'est bientôt le deuxième tour des municipales, on s'est dit, tiens, si on écoutait la journaliste Nassira El Ouadem, et ce qu'elle a à dire sur le Blanc-Ménil, avec ce titre évocateur, Main basse sur la ville. Donc ça sera aux ateliers intermédiaires, on vient de l'apprendre. Et on finit ce mois avec une belle rencontre. Le mercredi 25 mars, nous accueillerons Nicolas Rouillet, écrivain voyageur né à Caen, pour son dernier roman qui se passe au Sahara occidental, La Youn en attendant. De multiples propositions ne seront point notées pour te contenter, lectrice, lecteur, mon ami. Bon, voilà, cette petite introduction faite. Nous sommes très heureux ce soir de vous faire découvrir une figure de l'avant-garde. J'ai nommé l'Amus pourpre ou encore l'Amazone, Valentine de Saint-Point. Nous devons cette découverte à notre invitée, Alexandra Desté, docteure en littérature, conférencière sur l'histoire des femmes et chercheuse associée à l'université de Caen, Normandie. Alexandra Desté a eu la bonne idée de commenter le texte Métachorie avec la chorégraphe Karine Saporta, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir également. Et vous verrez que Valentine de Saint-Point concevait la danse de façon visionnaire. Nous raconterons aussi comment elle a découvert... nous racontera comment elle a découvert cette autrice qui est cette figure et qui est... Excusez-moi, un petit peu. Elle a découvert cette autrice et qui est cette figure pionnière, amie notamment d'Auguste Rodin. Le passage que l'on a mis à notre invité est tout à fait passionnant. Alexandra nous dira aussi comment Valentine de Saint-Point change pendant la Première Guerre mondiale et comment elle finit sa vie en Égypte. Alexandra, je vous laisse la parole. J'avais noté 2-3 passages à lire éventuellement si ça... Tout à fait. Oui, ça peut être ponctué de quelques lectures, effectivement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça fonctionne? On a besoin du micro? Oui. C'est comme vous voulez, hein, mais en tout cas ça marche. C'est mieux pour l'enregistrement. Mais il n'a pas l'air de fonctionner. C'est nous qui ne sommes pas. Alors, il faut que je gagne en puissance, à l'image de Valentine de Saint-Point. Donc merci vivement à la librairie Eureka Street de nous accueillir pour votre hospitalité et de permettre donc cette découverte d'un livre qui a été publié en mois d'avril 2025. Donc ce livre s'intitule Valentine de Saint-Point, l'ardeur et la conquête. Il a été édité par une maison d'édition parisienne, Ardemment Édition, dans la collection Les Ardentes. Alors l'objectif de cette maison d'édition, qui est dirigée par Claire Tonsin, également autrice, est de constituer un matrimoine, vraiment de lutter contre l'invisibilisation des femmes dans l'histoire littéraire et artistique, et de redonner vie et voix à des femmes puissantes. Elle a notamment publié tout récemment un livre sur Louise Collet, Voyage en Orient de Louise Collet, également un roman, Alexandrine de Tencin, figure du XVIIIe siècle. Alors ce livre comporte un certain nombre de textes inédits, donc j'ai réalisé en partie l'appareil critique, c'est-à-dire l'introduction,
et ainsi que des textes liminaires qui précèdent notamment un article de Valentine de Saint-Point sur Auguste Rodin, dont elle a été l'ambassadrice, puisqu'elle a fait découvrir l'œuvre de Rodin aux États-Unis lors d'une tournée de conférences pendant la Première Guerre mondiale. Alors, tout d'abord, pour situer Valentine de Saint-Point, il faut savoir qu'elle est une contemporaine de Colette. Elle est née en 1875, donc elle est de 2 ans sa cadette. Et donc, elle est aussi l'arrière-petite-nièce d'Alphonse de Lamartine. Et d'ailleurs, le pseudonyme Saint-Point est un pseudonyme qu'elle a repris en fait au château Saint-Point, situé non loin de Mâcon, donc en hommage à son arrière-grand-oncle. Donc toute sa vie, elle s'est inscrite dans cette filiation poétique, littéraire, mais aussi spirituelle. On le verra pour la seconde partie de sa vie où elle s'installe en Égypte. Donc elle est la contemporaine de Colette, et comme toute jeune fille au début du XXe siècle, il faut savoir que 90% des femmes au début du XXe siècle sont mariées, et comme Colette, la voie d'émancipation passera par le mariage dans un premier temps. En fait, Valentine de Saint-Point, alors contrairement à Colette, elle a une mère gardienne des traditions, très rigide, une grand-mère également très rigide, alors que on sait bien que la maman de Colette a été une très bonne éducatrice pour sa fille. En revanche, Valentine de Saint-Point, elle est vraiment corsetée dans un univers familial où elle étouffe. Elle est née à Mâcon. Et donc, à 17 ans, elle va rencontrer un professeur de lycée considéré comme médiocre, comme laid, et qui s'avère être brutal et très méchant. Donc, ce mari va vite s'avérer violent. Et d'ailleurs, dans l'un de ses textes, elle dira qu'elle a cédé plus qu'elle n'a consenti. Donc, on retrouve ce terme de consentement. Elle a cédé plus qu'elle n'a consenti, puisqu'il ne cessait de la pourchasser, et donc elle s'est mariée avec lui en pensant s'émanciper par la voie du mariage. Mais Valentine de Saint-Point est loin d'être une victime qui va subir des violences, puisqu'elle va en fait prendre très vite un amant. Elle va prendre pour amant le collègue de son mari, Charles Dumont, qui lui, en revanche, est charismatique et très beau. C'est un homme qui deviendra député, puis ministre des Finances en 1913. Il s'avère que, par exemple, une anecdote qui montre à quel point elle se souciait peu du regard des autres, et qu'elle dérogeait en fait aux normes traditionnelles de genre à son époque, c'est qu'elle se promenait à Lons-le-Saunier. À un moment donné, son premier mari a été affecté, elle a été mutée à Lons-le-Saunier, et elle se promenait dans la rue avec son amant, au bras de son amant, alors que le mari suivait piteusement le couple Valentine de Saint-Point et son amant Charles Dumont. Donc elle était déjà dans une forme de provocation, et elle dérogeait donc aux états traditionnels de femmes de son époque. Il s'avère que le mari, si je puis dire, a le bon ton de mourir, mais c'est une provocation de ma part, pour qu'il meure. Elle devient veuve de Théophile Perrenot, et elle part avec Charles Dumont à Paris, et elle épouse donc Charles Dumont. Elle devient une épouse de député. Mais en fait, elle a en horreur les épouses de députés. Elle considère qu'elles sont vraiment au service de leur mari, qu'elles sont dans une séduction cancanière. Donc elle ne veut pas ressembler à une épouse de député. Elle a de grandes ambitions artistiques et littéraires. Et avant même de publier ses premières œuvres, comme elle est à Paris, comme elle bénéficie, on dirait aujourd'hui, du réseau de son mari député, elle va ouvrir un premier salon littéraire et artistique alors qu'elle n'a encore rien publié, hormis un poème de jeunesse. Donc elle va accueillir le tout Paris de la Belle Époque, cette époque dite rétrospectivement la Belle Époque. Elle va poser notamment pour Mucha. Elle va poser pour Auguste Rodin, Alphonse Mucha et Auguste Rodin, avant de devenir en fait l'ambassadrice de Rodin. Elle est au départ une muse, elle fait partie des muses de Rodin. Et donc voilà, elle a pour particularité notamment, encore une anecdote, de recevoir ses invités en tenue rouge avec des lambeaux, des lamelles de soie rouge, d'où le surnom de muse pourpre. Et elle va aussi recevoir ses invités avec un casque, en armure. On est quand même dans un processus à l'époque de militarisation des consciences, des esprits. Il y a un effort de guerre, on se prépare à l'effort de guerre, et il s'avère que Valentine de Saint-Point se prépare à l'effort de guerre en pratiquant pendant 1 heure par jour l'escrime. L'escrime pour se préparer à l'effort de guerre.
Donc voilà, c'est une personnalité extravagante, mais surtout, plus profondément, elle veut vraiment embrasser tous les arts, elle veut tout investir. Et d'ailleurs, il y a un poème qui le formule très bien dans comment les poèmes de la mer et du soleil. Elle dit je veux tout goûter, je veux tout sentir. Donc il y a vraiment une soif, un désir de vivre et de créer qui est très intense. Et donc, Valentine de Saint-Point, ce qui va la distinguer, alors, elle publie donc un premier recueil de poésie qui paraît en 1905, Poèmes de la mer et du soleil. Elle est l'autrice aussi d'une trilogie romanesque, L'amour, l'inceste, la mort. Mais moi, ce qui m'a intéressée tout particulièrement, et c'est comme ça que je l'ai découverte, c'est lorsque j'ai étudié le futurisme de Marinetti. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler du mouvement futuriste, mouvement donc, que l'on situe au début du XXe siècle, qui gravite autour de Marinetti, né en Égypte, italien francophile, qui s'installe en France, qui fréquente les poétesses de l'époque, Anna de Noailles, Nathalie Barnet, enfin les grandes poétesses de l'époque. Et Valentine de Saint-Point est la première femme à rejoindre donc, le mouvement futuriste, à faire partie de l'organigramme du mouvement futuriste, à être responsable de l'action féminine au sein du mouvement futuriste. Le mouvement futuriste, son acte de fondation, il faut le situer en 1909 avec le manifeste de fondation du futurisme. Il s'avère que le mouvement futurisme est fondé sur un adage, enfin sur un certain nombre de principes. Le mouvement futuriste veut abolir le passé, veut détruire les musées, veut détruire les bibliothèques, veut faire table rase du passé pour créer un monde nouveau. Alors voici, dans le premier manifeste du futurisme, quels sont les grands principes qui régissent ce mouvement. Donc Marinetti, nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme et le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Et ça, Valentine de Saint-Point, le mépris de la femme, elle ne peut pas le supporter avec raison. Et donc, elle va nous offrir une riposte féministe à ce manifeste du futurisme. Alors, le mépris de la femme, Marinetti dira plus tard, en réalité, il ne s'agit pas de mépriser la femme, mais il s'agit de mépriser une certaine vision traditionnelle de la femme, c'est-à-dire une image douce, pacifique du féminin, qui a été modelée par la civilisation des mœurs. Il s'agit vraiment de lutter contre l'image sentimentale, la femme sentimentale et passionnelle, les valeurs sentimentales et passionnelles qu'incarne la femme à l'époque. Et donc Valentine de Saint-Point va réagir via une riposte dans un manifeste de la femme futuriste, qui est d'abord prononcé lors d'une conférence publique, qui est dit en conférence publique en 1912, puis ensuite qui est publié. Donc, le mépris de la femme, alors c'est une riposte que je qualifie de féministe, mais néanmoins, Valentine de Saint-Point n'est pas féministe au sens que l'on connaît aujourd'hui, dans le sens où elle est plutôt hostile, de même que Marinetti, au féminisme socialisant, au fait que les femmes cherchent à obtenir à l'époque le droit de vote, légitimement on cherche à obtenir le droit de vote, des droits civiques et politiques, et en revanche, elle prône plutôt pourquoi elle lutte, elle conteste le féminisme socialisant, elle considère que finalement ça risque de diluer les personnalités féminines dans une masse anonyme et obscure qui reste dans l'ombre, alors qu'elle est une personnalité et elle veut surtout faire exister tout son potentiel créateur et exister en tant que créatrice singulière, en tant qu'individualité, en dehors de la masse anonyme. Alors, bien sûr, on a le droit, et voilà, c'est tout à fait légitime de ne pas être d'accord avec cette conception, parce que moi, personnellement, je me reconnais aussi dans le féminisme, dans toutes ces luttes politiques, évidemment, mais c'est une personnalité vraiment singulière qui va défendre dans le manifeste de la femme futuriste l'idée qu'il pourrait exister une surfemme, que finalement, les femmes ont été conditionnées pour devenir douces et pacifiques, et qu'il s'agit, pour les femmes que nous sommes, de retrouver une puissance originelle.
une puissance originelle qui a été passée sous silence, qui a été tue. Donc il s'agit de retrouver une vitalité primordiale et de développer toutes ces facultés créatrices. Mais il s'agit aussi de se caler sur le masculin, enfin, elle évoque, on va en parler, mais le principe masculin et féminin, et ce qu'elle reproche à la société de la Belle Époque, c'est finalement qu'il s'agit d'une société féminisée, en quelque sorte, qui a perdu le goût du combat. Donc elle prône l'idée que la femme devrait davantage s'inspirer des valeurs masculines, de la puissance, de la force, du courage, pour offrir à la nation des fils pour la guerre, puisque la guerre n'est pas loin de pointer le bout de son fusil à l'époque où elle écrit. Donc effectivement, c'est une pensée très provocatrice, très scandaleuse, dangereuse. En tout cas, elle a ce mérite effectivement d'inviter à retrouver une puissance originelle, et un peu comme Apollinaire qui va opposer la Justine de Sade à Juliette, voilà, qui prône l'avènement d'une femme qui aura des ailes et qui renouvellera l'univers. Alors, elle enchaîne ensuite sur un manifeste de la luxure, donc en 1913. Donc c'est quand même, voilà, c'est la raison pour laquelle elle m'a intéressée quand j'ai travaillé sur l'érotisme littéraire des femmes. J'ai cherché des références pionnières. Elle n'a pas écrit de récits érotiques, mais néanmoins elle a écrit un manifeste de la luxure. Et le mot luxure, quand même, c'est très explicite. Et donc, elle est l'une des premières femmes, sans doute même la première, à s'être emparée du manifeste. Le manifeste, c'est un outil très contestataire, vindicatif. Donc, elle utilise déjà, au niveau de la forme, un outil puissant, un outil, enfin, un mode d'expression assez vindicatif. Et donc, dans le manifeste de la luxure, elle va inviter les êtres jeunes, les êtres beaux, qu'ils soient hommes ou femmes, à développer toutes leurs facultés, aussi bien spirituelles que charnelles. Voilà, c'est vraiment le fil rouge de son manifeste de la luxure. Alors, je ne vais pas, bien sûr, m'attarder sur toutes ces œuvres, puisqu'on va surtout parler avec Karine Saporta de la métachorie, puisqu'elle est véritablement une pionnière en matière de danse contemporaine. Alors, juste pour dire, je pense que c'est important de dire que Valentine de Saint-Point, voilà, elle est vraiment une figure de la Belle Époque, mais pas seulement une muse, une créatrice, une critique d'art, puisqu'elle est aussi la collaboratrice d'Auguste Rodin, qu'elle contribue à faire connaître. Et même le musée Rodin à Paris, elle est en partie à l'origine de la création du musée Rodin à Paris. Alors, elle va rencontrer aussi un homme dont elle va tomber follement amoureuse, enfin follement, je bannis le mot follement, tout simplement amoureuse, qui est Canudo, qui gravite donc autour de ce mouvement futuriste. Ils vont créer d'ailleurs ensemble une revue Montjoie, va quitter le mouvement futuriste pour créer une revue Montjoie avec son nouveau compagnon. Ils vont partir en Corse, ils vont partir en Afrique du Nord. Elle est fascinée par les pays du Sud. Hein. Et il s'avère que Canudo, son compagnon, va mourir pendant la Première Guerre mondiale, alors même qu'elle a quand même défendu l'idée qu'il fallait contribuer à l'effort de guerre. Et en fait, elle va vraiment déchanter par rapport à son idéal de la Belle Époque. Elle va déchanter lorsqu'elle va découvrir le carnage que constitue la Première Guerre mondiale, pendant laquelle elle va perdre son compagnon, elle va perdre beaucoup d'amis, beaucoup de proches. Et au retour, puisqu'elle va partir en Corse, elle va partir aux États-Unis pour présenter sa métachorie. Elle va contribuer à faire connaître Auguste Rodin aux États-Unis par une tournée de conférences. Et lorsqu'elle revient à Paris, après la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, finalement, elle n'est plus connue, elle n'est plus une figure de la Belle Époque, l'époque a changé. Et elle va donc partir, et là c'est une période de sa vie que je connais un peu moins que Claire Tansin, mais pour résumer, elle va chercher tout d'abord à fonder un collège des élites en Corse, visant à réunir plusieurs religions dans une vision universelle. Je n'en dirai pas plus, c'est une partie que j'ai moins étudiée, mais elle va en tout cas se convertir à l'islam à Tanger. Elle va utiliser un pseudonyme arabe, enfin elle va changer d'identité, hein, au point d'adopter
un nouveau nom, apôtre de la lumière et de la joie, je crois, ou apôtre de la lumière et de la joie, de mémoire. Et donc elle se convertit à l'islam après la Première Guerre mondiale. Elle s'installe en Égypte en 1925. Et là, au départ, elle va rencontrer les féministes égyptiennes qui, elles, avec raison, cherchent voilà, à s'inspirer des valeurs occidentales et à améliorer le sort des femmes en Égypte, le sort des femmes musulmanes. Et au départ, elle est proche des féministes égyptiennes, mais à un moment donné, elle va s'en détacher et elle va lutter pour le nationalisme arabe en dénonçant les dommages de la colonisation anglaise, puis de la colonisation française, notamment avec la boucherie de Damas. Donc c'est une figure très étonnante, vous voyez, qui se convertit à l'islam après la Première Guerre mondiale, qui lutte auprès des nationalistes arabes. Et alors pour résumer, c'est très résumé hein, ce que je vous dis évidemment, elle va lancer une revue, le Phénix. Il y a notamment un article passionnant sur la faillite de la civilisation occidentale. Quand je lis, moi ça me gêne énormément parce que j'ai l'impression qu'on est dans une pensée pré-islamique, ce qui m'a extrêmement gênée en lisant cet article. Mais après je comprends avec le recul qu'en fait elle est plutôt tournée vers un islam spirituel, proche du soufisme, proche de René Guénon. Et on n'est pas sur un islam politique, finalement. Et donc, elle va finir sa vie, finalement, dans la misère, à faire des consultations de radiesthésie, oui, auprès de familles égyptiennes, de riches familles égyptiennes. Et la fin de sa vie est vraiment marquée par un retour aux sources et par un retour à la filiation lamartinienne. Vraiment, elle parcourt le désert, elle est dans un rapport mystique au monde à la fin de sa vie, dans le sillage de son arrière-grand-oncle Lamartine. Et donc ce livre, j'ai vraiment eu plaisir à interviewer Karine Saporta, que j'ai toujours admirée, que je voyais de très loin quand j'étais jeune fille, jeune femme, au conseil régional. Je me souviens, pour moi, elle était une figure intouchable, en quelque sorte inaccessible. Et aujourd'hui, j'ai eu vraiment le plaisir de travailler avec toi en réalisant cet entretien publié dans cet ouvrage. Donc un entretien très circonscrit en fait à la métachorie dont tu vas nous parler à présent, si tu le souhaites, à moins qu'il y ait déjà des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Comme ça, on peut échanger. Voilà. Facilement. Exactement. Alors, en préambule, je dirais que c'est vraiment fascinant d'entendre Alexandra qui avait, je dirais, une sorte de vérité absolue sur Valentine de Saint-Ouen, dans la mesure où celle qui a trouvé la matière première de ce livre, qui est venue à la rencontre d'eux, mais moi déjà, à partir de ce livre et à partir des échanges avec Alexandra, là je trouve ça vraiment complètement fascinant, j'aurais construit un discours très différent sur Valentine de Saint-Ouen. Justement, c'est très... Donc c'est absolument fascinant comment déjà un livre nourri de réflexion, de connaissances, éveille la transformation, peut-être déjà la construction d'un autre mythe, certainement faux par rapport à l'original, mais en t'écoutant, je me disais cela. Bon, on sera peut-être amené à revenir sur ce que tu as dit. Oui. Mais après, il s'agit de rendre accessible aussi une figure, de la présenter voilà, déjà dans ses éléments biographiques. Après, elle est porteuse d'un certain nombre de concepts, hein, masculinité, féminité. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert son texte sur la métachorie, j'ai pensé à tes chorégraphies. Je me suis dit, c'est incroyable comment elle m'a semblé proche de ce que tu développais dans tes spectacles chorégraphiques. Et c'est là où le lien s'est fait. J'avais le sentiment que tu réalisais quelque part tout ce qu'elle a préfiguré en tant que pionnière, en fait. Voilà. oui, je ne sais pas si c'est moi ou simplement la danse qui finalement est autre que celle que l'on s'imagine qu'elle est. C'est ça qui est complètement étonnant. Et on va suivre, parce que le texte est assez court, je pense que nous pouvons suivre ensemble, point par point, tout ce qu'elle écrit comme principe d'une évidence aujourd'hui absolue, quoique, sur la danse, et qui n'était pas du tout, qui ne relevait pas de l'évidence. Alors,
Elle commence en annonçant ce que dans le dictionnaire on peut trouver comme définition de la danse et ce que dans nos cerveaux, nos esprits, les esprits de ses contemporains, on trouve comme définition de la danse. Elle cite cette définition pour dire « c'est pas du tout ça la danse ». Et effectivement, ce « c'est pas du tout ça la danse », moi je peux vraiment argumenter cette position en repartant du Moyen-Âge, mais ce qu'elle trouve dans le dictionnaire, c'est que la danse serait un agencement de pas qui se ferait en rythme, en cadence, et que finalement, comme une grande évidence, que ce soit la danse classique, la danse de caractère, la danse de music hall, la danse, oui, je pense, elle ne cite pas le cabaret. La danse intuitive, par exemple, la danse intuitive peut-être. Donc cette danse-là serait la danse. Et elle trouve quand même extrêmement réducteur que ce mot danse défini de cette manière-là puisse correspondre aussi à la définition des créations artistiques, des expressions de l'esprit et de l'âme qu'elle trouve dans un certain nombre de démarches et d'œuvres. Ah oui, elle lit aussi chez celles qui tentent d'imiter les danses de l'Antiquité. Elle fait référence à son amie Isadora Duncan, qui est restée célèbre aujourd'hui qu'il était déjà. Elle trouve qu'effectivement cette définition diffère totalement de ce qu'elle connaît. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, au départ de la Matacorie, je pense qu'elle n'est pas là pour créer une nouvelle forme de danse. Bien qu'elle dise un tout petit peu le contraire, mais je vais expliquer. Elle est là pour constater que la danse est un art à l'égal de tous les autres arts. À un moment, elle parle de la musique, et la musique est toujours fondée sur une idée. Un compositeur qui se met à entreprendre la création d'une œuvre, il a envie de parler, je ne sais pas, de l'idée de ciel, si on parle de musique romantique, de tempête, d'évocation de paysage, mais derrière la création d'une musique, il y a une idée, ce qu'elle appelle une démarche idéiste. Idée idéiste, c'est-à-dire qu'il y aurait une position de l'esprit du créateur qui l'amène à vouloir traiter d'une chose intellectuelle, d'une catégorie, d'un concept, d'une notion, d'une idée. Et dans la définition de la danse, elle ne trouve pas ça du tout, puisque exécution de pas en cadence, ce serait simplement arriver à faire marcher les deux jambes, comme dans un défilé militaire, ou comme dans une pratique qui serait basée simplement sur l'idée qu'à partir d'un moment, le tronc se dissocie en deux éléments qui sont la définition, qui porte la définition de la motricité et de la mobilité. Or, déjà, donc Alexandra a dit jusqu'à quel point elle s'intéressait aux pratiques soufis. Déjà à l'époque, la danse libre, qu'on appelait libre, qu'Isadora au départ appelle libre, qui va devenir tout au long du XXe siècle la danse moderne, déjà cette danse-là s'intéresse au souffle. On parle de pratique soufie dans toutes les dimensions mystiques du rapport au mouvement, le souffle, le mystère existentiel qui est contenu dans le rapport au souffle préside à la façon de faire des gestes, des mouvements qui vont avoir soit une efficacité magique, soit simplement être l'expression de la vitalité. Et donc, elle fait référence au fait que les pas, quand elle dénonce ça dès le début du texte sur la métachorie, les pas sont l'action, même le mot pas fait référence à la marche quotidienne ou la marche militaire, mais en aucune manière ne renvoie aux parties essentielles du corps qui sont contenues dans le buste, dans le bassin, dans le thorax, les poumons, le cœur, les intestins, le pancréas, tout ce qui fait qu'on reste en vie. Et ce qui fait qu'on reste en vie aussi se situe encore plus haut dans la boîte crânienne, c'est-à-dire qu'en fait, la vie qui s'exprime avec la danse ne doit pas être liée
au mécanisme pédestre, si je puis dire, ou au mouvement des jambes, mais le mouvement, la danse, est l'expression du mystère de l'existence dont nous sommes porteurs, dont sont porteurs tous les organismes vivants qui bougent. Simplement, l'être humain, dans la mesure où il a fait du mouvement un art, rajoute à cette pulsion vitale fondamentale qui exprime la vie même, et non pas, une fois de plus, j'insiste sur le fait que le mouvement des jambes ne renvoie pas à cette dimension du souffle vital et de la vie. Elle dénonce cette définition mécanique et elle renvoie effectivement à deux choses: la vie qui s'exprime, qui se tient, qui s'entretient grâce à la vie organique, la vie comme vie organique, et une expression artistique qui passe bien sûr par la commande cérébrale. Donc elle dénonce la définition de la danse comme agencement de pas en cadence, mais elle dénonce surtout le fait que dans cette définition, il n'y a pas la notion d'idée. Pour elle, alors quand Alexandra très très gentiment dit qu'elle voit ma danse, quand elle voit ce constat, que l'idée doit présider à la création chorégraphique, moi je dirais que c'est quand même ce qui fait les grandes œuvres dans la danse, c'est-à-dire que les auteurs, que sont les chorégraphes, sont des auteurs aussi importants que les compositeurs, que les poètes, que les romanciers, que les plasticiens, et le geste qu'ils font est effectivement un geste qui découle d'une pensée et qui s'organise grâce à une pensée. C'est-à-dire que la danse est un discours. Oui, et un art cérébral. Oui, est un langage et un discours. Alors ça, cette considération a nécessité quand même plusieurs décennies pour s'imposer, mais elle s'est finalement complètement imposée, en particulier dans la danse expressionniste allemande, dont les plus récents talents, vous les connaissez, sont ceux par exemple d'une Pina Bausch. Quand on voit une œuvre de Pina Bausch, on ne voit pas des jambes qui bougent. Vous en convenez. Je cite Pina Bausch parce que c'est la personnalité la plus connue. On voit véritablement un univers mental où les femmes et les hommes dialoguent dans une sorte de tension qui est liée à la tension entre les genres, on aurait dit dans les années 70 encore entre les sexes. Il y a quelque chose aussi d'une nature de la différence érotique des corps de femmes et des corps d'hommes. Il ne s'agit pas du tout de marcher et de danser en se balançant d'un pied sur l'autre pour se faire plaisir. On sait bien que dans ces œuvres-là, il s'agit d'autre chose. Quand on regarde, puisque je citais Isadora Duncan, quand on regarde la famille de la danse moderne américaine, de la même manière, une Martha Graham qui travaille sur Oedipe et sur l'Oedipe et qui est complètement pétrie de psychanalyse, une Martha Graham, quand elle crée, écrit avec les gestes du sens. Et qui même lorsqu'il s'agit d'œuvres plus abstraites, comme la génération des Merce Cunningham ensuite, ou des Alwyn Nicolai, et qu'on s'éloigne de la théâtralité d'une Martha Graham, on s'est habitué tout au long du XXe siècle au fait que la danse est un art très puissant, abstrait ou théâtral, mais qu'il rejoint complètement le panthéon de tous les arts. Mais ce qui m'a intéressé quand Alexandra m'a sollicité, comme pour le féminisme, comme pour tout ce qui concerne effectivement les idées négatives et régressives que nous combattons, pour la danse, il y a régression depuis quelque temps. Donc c'est en ça que ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur la métachorie. Certes, alors, certains styles très codés, comme le hip-hop, qui a fait son apparition après la danse moderne et contemporaine, comme le retour au néoclassique, toutes ces formes codées font tout d'un coup que la pensée de Valentine de Saint-Pol, qui semblait avoir
été absorbée. Est-ce qu'il y a 30 ans ou 20 ans, j'aurais été aussi intéressée par ce qu'elle exprimait? Peut-être pas, parce que je me serais dit, comme pour certaines victoires en matière de racisme, d'antisémitisme, de féminisme, d'exclusion, on pensait que certaines parties, pas toute la guerre, mais certains combats avaient été gagnés. Eh bien, il en va pour la danse comme pour d'autres idées, d'autres champs sémantiques. Aujourd'hui, la danse est menacée d'être réduite à nouveau à une sorte de superficialité qui l'assimilerait à un mouvement vide de sens, lié simplement à une sorte d'exécution mécanique pour le plaisir, je ne sais pas dans quel but, mais enfin dans un but certainement, en tout cas un but superficiel, détaché profondément de l'ambition des artistes dans les arts qu'on appelle nobles. Comme une catharsis finalement, comme la catharsis, comme une catharsis, comme une façon de se décharger. Oui, mais la catharsis va bien quand même avec l'idée de danse idéiste. C'est ça que je cherche aussi beaucoup à défendre. C'est-à-dire, quand elle parle de danse idéiste et de métachorie, il faut bien inventer un mot, dit-elle. Je vais utiliser métachorie pour une raison évidente. Chorégraphie renvoie à l'étymologie grecque, écrire graphein avec les chœurs. Métachorie veut dire se situer par-delà les chœurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus en référence avec des mouvements illustratifs d'un texte théâtral qui aurait réduit la danse à une forme mineure, devant être sous-tendue par le langage verbal, mais métachorie, à travers la métachorie, elle défend l'idée que la danse est un art à part entière, porteur de sens et capable de se situer avec un contenu intellectuel, philosophique, un contenu d'idées. Donc en cela, c'est une parole sur la danse qui, bien qu'elle ait semblé complètement naturelle et dépassée, aujourd'hui mérite quand même qu'on la salue et qu'on puisse se prévaloir de cette position et se dire, voyez, vous qui descendez, vous dans les théâtres, qui programmez une danse de réjouissance, une danse formelle, une danse parfois qui ne dérange pas, puisque tu parlais de la dimension qui dérange dans la personnalité et l'œuvre de Valentine, eh bien peut-être qu'il est temps malgré tout de dépasser cette vision obscurantiste ou obscure, voilà, qui a été déjà contrée il y a plus d'un siècle et un siècle et demi. Alors dans la notion de danse idéiste, donc de métachorie que défend Valentine, il y a aussi l'idée d'avant-garde. Puisque Alexandra faisait référence à son rapport au futurisme, c'est vrai que pour elle, un art, tous les arts dignes d'être considérés, doivent être des arts d'avant-garde. C'est-à-dire que la danse aussi doit jouer son rôle, comme la peinture, comme d'autres formes d'art, pour révolutionner les formes artistiques. Et si s'il n'y a pas de contenu intellectuel, s'il n'y a pas de débat d'idées, s'il n'y a pas d'enjeu au niveau qu'elle appelle idéiste, il ne peut pas y avoir de geste artistique. Là encore, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle combat des siècles de dualisme qui opposent le corps d'un côté, la pensée de l'autre, et que effectivement, si on veut révolutionner l'art chorégraphique, il faut penser un tout petit peu. D'ailleurs, ce n'est pas l'instinct, et elle le dit très bien, ce n'est pas l'instinct qui doit guider la révolution artistique ou esthétique, c'est vraiment le rapport à la connaissance et la recherche intellectuelle. Mais ça paraît évident. Tous les mouvements dans le champ des arts visuels, puisque se sont succédés tout au long du XXe siècle des ismes, des appellations quasiment tous les 5 ans, tous les 10 ans, surgissait un autre courant en matière d'art visuel, mais effectivement, derrière tout ça, il y avait aussi des démarches théoriques. Mais elle ne cherche pas à tuer l'instinct, au contraire. Elle dit, chez un être, dans la vie ou dans l'art, tuer son instinct et ne lui laisser que sa cérébralité ne serait pas le grandir.
Si supérieurement que ce soit, ce serait le restreindre. L'idéal est de garder l'instinct, mais de le diriger, de le contrôler, de le rendre conscient au gré de la volonté. Complètement. C'est-à-dire, elle s'inscrit contre le dualisme. Il n'y a pas d'un côté une sorte de corps qui vivrait sa vie de manière naturelle, organique, et d'autre part la pensée. Oui, la vie organique et la pensée peuvent complètement se rejoindre et faire art. Peut-être pourrais-tu nous en... Oui. Alors, oui. tu veux peut-être... non, au contraire, non, mais ce serait bien d'en lire quelques passages pour la Oui, donner à complètement. entendre ce qu'elle a écrit. Donc, par rapport à la musique aussi. Oui. Par rapport à la musique. Elle, avec sa définition de la danse, elle va tout à fait dans le sens d'une révolution qui s'est produite, en particulier dans les années 60-70, à travers des démarches d'avant-garde new-yorkaise, les démarches d'un mouvement qu'on a appelé la Judson Church, c'est-à-dire tout un courant expérimental de danse moderne, et on l'appelait moderne et non contemporaine à l'époque, expérimentale à New York, qui a culminé avec l'apparition et le mythe du couple John Cage-Merce Cunningham. Là, les recherches des chorégraphes visaient à donner totale autonomie à la danse vis-à-vis des autres arts. Quand on dit, ou quand elle dit danse idéiste, elle ne dit pas danse soumise à l'illustration d'un texte. C'est ça qui est très important. Elle ne dit pas danse soumise à l'illustration de la musique. Elle parle d'une danse qui serait totalement forte et autonome, et là c'est extrêmement visionnaire aussi, parce que moi j'ai dansé donc chez ce chorégraphe américain, Merce Cunningham. Mais il nous était parfois interdit, donc Merce Cunningham vivait avec ce très très grand compositeur expérimental John Cage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et même tous les deux, Cage composait la musique, Cunningham faisait la chorégraphie, et même tous les deux ne dialoguaient pas énormément. Mais en tout cas, Merce ne voulait absolument pas qu'avant la première, nous entendions la musique. Les deux étant destinés, alors c'est une position très radicale, destinés à constituer un discours, deux discours qui s'articulent, mais la musique ne devait pas se soumettre à la danse, ni la danse à la musique. Il y avait un rapport très démocratique comme ça entre ces deux arts, et c'est une vision aujourd'hui qui est un petit peu battue en brèche. Aujourd'hui, quasiment tous les élèves qui viennent prendre des cours de danse, ou même tous les danseurs qui sortent des conservatoires, vont vous demander d'abord, la création chorégraphique sera faite sur quel répertoire musical, sur quelle musique. Et moi je réponds toujours, on verra. On verra, parce que là, moi je m'intéresse beaucoup à la création musicale, je ne suis pas dans ce rapport extrême du divorce entre la musique et la danse, mais je ne pars pas d'une musique. Alors voici ce qu'elle dit d'ailleurs. On va peut-être lire un passage Oui, vas-y, tu as raison. sur la musique. Au lieu de dépendre exclusivement de la musique, la métachorie n'en est plus l'esclave, infidèle ou fidèle, mais légale. Métachorie et musique sont toutes deux suggérées par l'idée, par le même thème cérébral et toutes deux soumises à une architecture stricte. La métachorie a celle de la ligne géométrique, la musique a celle du nombre. Car le thème fourni par l'idée poétique, je le renferme, je le synthétise dans une figure géométrique suscitée par mon esprit. Alors, elle dit aussi, la musique, elle, a toujours dépendu d'une idée. Il n'existe pas, et aujourd'hui moins que jamais, de musique sans titre indicateur, de thème idéiste que le musicien transcrit et développe dans son œuvre, dans son art. Or, la danse n'est qu'un détail matériel et accessoire de la musique. Là je pense qu'elle revient sur une vision traditionnelle qu'elle bat en brèche. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Puis tu as tout à fait raison de lire le texte, absolument admirable pour l'époque, admirable. Elle dit aussi, par la métachorie, la danse échappe, et ça aussi ça me plaît beaucoup parce que j'ai tellement de mal à faire avancer ces idées encore aujourd'hui, la danse échappe aux vagues. Parce que pour beaucoup, la danse c'est vague. Il n'y a pas tellement de discours sur la danse, en tout cas il n'y en a pas qu'on apprenne à l'école.
Donc, c'est ce vide théorique dans l'esprit, même de ceux qui prennent leur place pour aller voir un spectacle de danse une fois par an, 2 fois par an au théâtre, qui est mortel pour nous. J'aime beaucoup qu'elle dise, par la métachorie, la danse échappe aux vagues, c'est-à-dire aux vagues de référence, au manque de bibliographie, au manque de références et d'analyse. Aujourd'hui encore, on est très bon. Donc la danse échappe aux vagues où la confinait les pas. Une fois de plus, la danse n'est pas une affaire de pas. Obéissant uniquement à la mesure, c'est-à-dire à la cadence musicale, sans souci de tracer aucune ligne générale. Alors ça aussi, ça c'est très très fort. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'avoir une boîte à outils chorégraphique, compositionnelle, aux États-Unis où on enseignait la composition chorégraphique. Je ne sais pas si vous ignorez ou si vous savez qu'en France, il n'y a pas de formation à la composition chorégraphique. Faire une chorégraphie, pour beaucoup de néophytes, ensuite on apprend, et puis ma génération a apporté quand même beaucoup de très grands chorégraphes qui avaient ces outils compositionnels, parce qu'on est tous partis les chercher aux États-Unis. Mais en France encore, il n'y a pas de formation. Par contre, en Allemagne, les Pina Bausch savent très bien composer une pièce parce que la tradition allemande, l'école expressionniste allemande et Dessins, donne une part à la composition. Mais quand elle dit ça, c'est très fort. Parce que pour les néophytes, faire une chorégraphie, c'est, allez, faire une phrase de danse un jour, on revient dans le studio le lendemain, on rajoute au bout une autre phrase, et comme ça, les mouvements s'enchaînent et ça crée une chorégraphie. Or, une composition, c'est pas ça du tout. En musique, chacun sait qu'une composition, ce sont des variations sur un thème qui passent par des figures plus ou moins libres ou plus ou moins contraintes selon les époques, mais des figures intellectuelles. Or, dans le mouvement, c'est tout à fait pareil, c'est-à-dire que je peux plier mes lunettes, qui est un geste vraiment qui peut paraître anodin, et avec le rythme où je plie mes lunettes, où je les pose sur la table et où je me redresse après les avoir posées, je peux faire 2 heures de chorégraphie articulée en faisant mon geste à l'envers, en le décalant en arrière, en avant, au-dessus, en dessous. Tout ça relève effectivement de la pensée et de la composition. Mais la danse a le malheur de s'inscrire dans une histoire qui la sépare une fois de plus de la pensée et de l'esprit, et donc danser ne vaut pas la peine effectivement que l'on enseigne la manière de la composer, puisque c'est un acte très simple, enfantin, féminin la plupart du temps. Et donc voilà, entre la critique la critique du féminin et la méfiance vis-à-vis de la réunion de l'esprit et du corps, on a là une partie des idées qui ont empêché les progrès de la danse et qu'une personnalité comme Valentine de Saint-Point fait évoluer. Il y a d'autres choses à dire, mais je pense que sur la danse classique, parce que toi-même tu enseignes la danse classique, en partie la danse classique. Oui. Que dit-elle de la danse classique? Je pense qu'elle a codifiée. Non, je pense qu'elle critique le fait que quand on parle de danse classique, on la renvoie à un ensemble de pas. Parce que, évidemment, qui a une véritable connaissance de la danse classique, sait que la danse romantique, par exemple, était une danse complètement psychédélique. Vraiment, la danseuse, la ballerine romantique, ce personnage avec les petites ailes dans le dos, ce tutu blanc qui parle toujours du royaume des morts, est un personnage complètement psychédélique. Et d'ailleurs, le premier ballet romantique, c'est la Sylphide, et le personnage de James, qui imagine dans un village d'Écosse, ce personnage de la Sylphide, s'endort à un moment auprès de l'âtre. Tous les ballets romantiques commencent dans la vie réelle, avec effectivement une fête de village ou quelque chose comme ça, Gisèle, la Sylphide. Et puis ensuite, il s'endort et il imagine ce personnage psychédélique, on se demande ce qu'il avait bu ou fumé ou ingéré comme substance
pour voir tout d'un coup ce personnage dans son rêve. Ce n'est plus du tout la jeune fille qu'il a croisée et dont il est tombé amoureux, c'est un autre personnage. Et le deuxième acte des ballets romantiques, l'acte blanc, est en général peuplé d'êtres venus de l'au-delà ou vivant dans l'au-delà, qu'il s'agisse oui, de tous les ballets romantiques. On assiste vraiment tout d'un coup à l'expression pure du rapport à la mort, du rapport à la disparition qui hante. Tu parlais de Lamartine, par exemple, des poètes comme Lamartine, avec toutes ces femmes qui, avec la tuberculose au XIXe siècle, disparaissent, tous les amours disparus que pleurent les poètes, et bien finalement, la danse romantique s'en fait l'écho. Et ce n'est pas une histoire de pied, mais pas du tout. Mais c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'ensuite, au début du XXe siècle, l'académisme a fait que on ait rigidifié ce rêve complètement fou du romantisme dansé ou chorégraphique. On mettait les petites filles de la haute bourgeoisie et de la bourgeoisie au cours de danse pour apprendre les bonnes manières, mais Dieu sait qu'il ne s'agissait pas dans les œuvres romantiques de bonnes manières. Et ça, je pense qu'elle le voit, Valentine de Saint-Point. Par contre, elle lutte certainement elle lutte contre des idées bourgeoises, de manière générale, contre le carcan et le corset de la bourgeoisie. Et compris sur la sexualité, puisque on pourrait penser voilà, qu'elle va, comment je vais dire, défendre, parce qu'en fait, à l'époque, il y a Camille Mauclat qui sort un livre, hein, Camille Mauclat qui est complètement oublié aujourd'hui, il sort un livre sur la prostitution masculine à l'usage des femmes. Donc c'est une idée extrêmement transgressive. Il prône donc l'ouverture de maisons closes pour des clientes. Et Valentine de Saint-Point, dans un article Amour et luxure, elle fait bien la distinction entre le besoin primaire qui est satisfait dans une maison close et le désir qui est élection d'un être avec lequel on fusionne. Et elle distingue bien amour et sexualité, luxure et besoin. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça par rapport à ce que tu as dit, j'ai perdu le fil. Contre les idées bourgeoises, voilà, et le rapport au la corps norme corseté. bourgeoise à l'époque, voilà, c'était que l'homme, il y avait le double standard de l'épouse et de la maîtresse, mais aussi de l'épouse et de la prostituée que l'on allait retrouver au bordel local. Et donc c'est vrai qu'elle ne défend pas l'idée d'une maison close pour les femmes, parce que ça reviendrait finalement à s'aligner au rang d'une bête, à satisfaire un besoin primitif. Et j'aimerais bien vous faire écouter cette partie, et aussi parce qu'en fait, je regrette, je vous ai pas lu une partie du manifeste de la femme futuriste, où justement elle évoque l'idée d'une surfemme à partir des concepts de masculinité et de féminité. Je pense que c'est important. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Exactement. On lit ce texte, on est stupéfait. Voilà. Il est absurde de diviser l'humanité en femmes et en hommes. Elle n'est composée que de féminité et de masculinité. Tout surhomme, tout héros, si épique soit-il, tout génie, si puissant soit-il, n'est l'expression prodigieuse d'une race ou d'époque et d'une époque que parce qu'il est composé à la fois d'éléments féminins et d'éléments masculins, de féminité et de masculinité, c'est-à-dire qu'il est un être complet. Un individu exclusivement viril n'est qu'une brute, un individu exclusivement féminin n'est qu'une femelle. Il en va des collectivités, des moments d'humanité comme des individus. Les périodes fécondes où du terrain de culture en ébullition jaillissent le plus de héros et de génies sont des périodes riches de masculinité et de féminité. Les périodes qui n'eurent que des guerres peu fécondes en héros représentatifs, parce que le souffle épique les nivela, furent des périodes exclusivement viriles. Celles qui renièrent l'instinct héroïque et qui, tournées vers le passé, s'anéantirent dans des rêves de paix, furent des périodes où domina la féminité. Nous vivons à la fin d'une de ces périodes, on est en 1912. Ce qui manque le plus aux femmes aussi bien qu'aux hommes, c'est la virilité. Voilà pourquoi le futurisme, avec toutes ses exagérations, a raison. Pour redonner quelque virilité à nos races, nos époques, engourdies dans la féminité, il faut les entraîner à la virilité jusqu'à la brutalité. Mais il faut imposer à tous, aux hommes et aux femmes également faibles,
un dogme nouveau d'énergie pour aboutir à une période d'humanité supérieure. Toute femme doit posséder non seulement des vertus féminines, mais aussi des qualités viriles, sans quoi elle est une femelle. L'homme qui n'a que la force mâle, sans l'intuition, n'est qu'une brute. Mais dans la période de féminité dans laquelle nous vivons, seule l'exagération contraire est salutaire, c'est la brute qu'il faut proposer pour modèle. On a le droit de ne pas être d'accord. Les femmes, on a l'impression qu'elle dit les vraies femmes, vraiment contre une vision sentimentale et luxurieuse de la femme. Les femmes, ce sont les Irénies, les Amazones, les Sémiramis, les Jeanne d'Arc, les Jeanne Hachette, les Judith et les Charlotte Corday, les Cléopâtres et les Messalines. D'ailleurs, elle a écrit une pièce sur Messalines. Les guerrières qui combattent plus férocement que les mâles, les amantes qui incitent, les destructrices qui, brisant les plus faibles, aident à la sélection, par l'orgueil ou le désespoir par qui le cœur donne tout son rendement. Que les prochaines guerres suscitent des héroïnes comme cette magnifique Caterina Sforza, qui, soutenant le siège de sa ville, voyant des remparts l'ennemi menacer la vie de son fils pour l'obliger elle-même à se rendre, montrant héroïquement son sexe, s'écria « Tuez-le, j'ai encore le moule pour en faire d'autres !» Que la femme retrouve sa cruauté et sa violence, on a l'impression quand même qu'il y a une dimension un peu voilà, fascisante à ce qu'on peut. C'est ça qui fait, mais oui, mais c'est ça qui fait qu'elle a été oubliée de l'histoire. C'est ça. Dérangeant, en fait, il faut psychanalyser, si je puis dire, la culpabilité des femmes d'une manière générale, parce qu'elle se situe en général, enfin, pour moi, d'un côté ou de l'autre, mais il y a un rejet de l'histoire qui est dans notre dos, qui nous a fait malgré tout. Enfin, ça dépasse le cas de Valentine de Saint-Ouen, mais ça doit interroger le féminisme et les féminismes dans leur histoire. Il n'y a jamais eu autant de clivages dans aucun mouvement, de clivages vraiment cruels, de clivages récurrents que dans l'histoire du féminisme. Et d'ailleurs, je pense que dans la danse, si on a du mal aussi à se réunir et à s'unir, y compris pour lutter pour notre survie, c'est parce qu'il y a comme ça un peu la même culpabilité. Moi, je relis aussi. L'histoire et l'Église en particulier a su très très bien culpabiliser à la fois les praticiennes et les praticiens du corps, mais aussi les femmes qui étaient, j'adore cette formule d'Éric Fassin, assignées à résidence dans leur corps. Donc il y a, à mon avis, un lien très fort entre une définition telle que l'Église a souhaité la donner de la danse et une définition des femmes qui fait qu'il y a une honte. Et je pense que ces propos émanent un petit peu de cette impossibilité à se reconnaître dans la définition d'une différence qu'on appelle la différence de la féminité, enfin une différence qu'on affecte aujourd'hui à effectivement un conditionnement social, mais cette impossibilité pousse souvent les femmes à aller d'un côté, pas forcément du côté de l'universel, mais d'un mimétisme vis-à-vis du plus fort, c'est-à-dire de l'homme. Et pour moi, ça rejoint quand même un certain nombre de mouvements lesbiens et féministes, c'est-à-dire un mimétisme vis-à-vis du modèle masculin. Voilà, c'est Valentine de Saint-Ouen, mais par-delà, c'est beaucoup de choses. Après, j'ai l'impression quand même qu'elle cherche l'idée d'un être, elle prône l'avènement d'un être androgyne finalement. Un être c'est vrai, elle en androgyne. parle beaucoup. Elle en parle beaucoup. Qui oui. unirait des qualités féminines et masculines, pas seulement une surfemme, effectivement. Et d'ailleurs, il y a un texte, là il s'agit d'un extrait de son recueil poétique, La soif et les mirages de 1912. Donc, je vais vous en lire un extrait. La folie de l'être. Impassible, moi, je regarde ce mirage de l'ardeur féminine en délirant orage. Sans frémir, je puis voir les spectres de l'amour, ses ombres, ses soleils, ses morts et ses retours. Car j'ai su m'affranchir de toute servitude. Car j'ai dressé mon âme à l'âpre solitude, ayant dompté mes sens par mon atroce orgueil. Ne voulant pas subir,
Je méprise l'accueil, l'être double et unique en moi, né et domine. Ma soif sauvage tend au sublime androgyne. La soif et les mirages de 1912. Oh, c'est un personnage, je pense qu'il faut absolument remettre au premier plan de la culture générale concernant cette époque. C'est un personnage fascinant, paradoxal et très représentatif d'une époque et génial d'une certaine manière, d'une puissance visionnaire, mais effectivement porteuse aussi de quelque chose, je ne pourrais même pas dire d'idées, qui ne sont pas politiquement correctes, telles qu'on en est aujourd'hui du politiquement correct, c'est sûr. Et on peut très très bien... Alors, il ne s'agit pas de séparer la personne de l'écrivain comme pour Céline, c'est pas du tout ça, mais on peut séparer les différents aspects de l'écriture et de la pensée de Valentine de Saint-Point. Par contre, sa vie a été... Peut-être voir ce qui est dû à l'époque. Oui, C'est ça ça, allait aussi tout à fait. de son époque. Alors, c'est intéressant par rapport à Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir, vous connaissez sa fameuse phrase « on ne naît pas femme, on le devient », mais avec Valentine de Saint-Point, on est sur un mouvement inverse, finalement, c'est retrouver une puissance originelle, une puissance créatrice originelle, et non pas devenir, par la conquête sociale, politique, un être complet. Enfin, c'est le retour aux sources, elle prend un retour aux sources dans sa vision. Oui. Mais comme elle dit que on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire qu'elle dit aussi que tout ça n'est pas constitutif de l'identité profonde de l'être femme. Par contre, ce qui est aussi très intéressant et qui pourrait, et qui à mon avis donne un éclairage vis-à-vis de tous les sujets qui divisent l'humanité aujourd'hui, elle donne un éclairage de rapport à l'islam. Et d'une critique du colonialisme et du monde occidental qui représente un pas de côté par rapport à tout ce qu'on en pense aujourd'hui et tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Et ça, c'est très très intéressant. On peut lire un extrait de son article publié en 1925 dans la revue qu'elle a créée au Caire, le Phénix. Donc l'article s'intitule « La faillite de la civilisation occidentale ». J'accuse la civilisation occidentale d'avoir manqué à la plus haute mission à laquelle elle a été appelée durant les derniers cycles de l'histoire mondiale. Or, cette mission grandiose pouvait être comprise en deux modes, deux et pas davantage, car ils sont les deux modes qui s'offrent à toute action humaine, le mode égoïste et le mode altruiste, le mode sordide et le mode généreux. Eh bien, l'Occident choisit le mode égoïste, le mode sordide. Et c'est son crime, et ce sera sa perte, car ce mode est maudit dès l'origine. L'égoïsme vient de l'ombre et génère la nuit sur la terre. Il est le mal, et le mal peut être que transitoire. Il doit être dominé par le bien comme un ruisseau dans la rivière dans le fleuve et le fleuve dans l'océan. Pour les peuples, pour les races comme pour les individus, l'égoïsme doit être détruit, car il est créateur d'artificielles limites et de divisions impies. Or, l'univers est un. L'humanité est une. Le principe de tout est un. Et toutes les limites, toutes les divisions doivent être détruites qui s'opposent à l'unité du tout. Certes, l'Occident a bien voulu unifier le monde, mais sous son sceptre, mais à son profit. Fatalité, disent les défenseurs de la civilisation occidentale. L'Europe ne pouvait agir autrement qu'elle ne fit, car l'humanité n'est régie par la force, quoi qu'en disent les rêveurs. Ce n'est pas vrai. Le monde est régi par la justice et par l'amour, qui socialement s'expriment par l'idée du droit et l'idée de la fraternité. Et toute collectivité comme tout individu qui ne se conforme pas à cette loi de justice et doit être brisée à la fin, quels que puissent être ses succès passagers. C'est intéressant parce qu'elle évolue vers une vision très altruiste, très généreuse, qu'elle n'était pas lorsqu'elle était... Oui, mais justement, l'impact l'influence des cultures non occidentales, elle l'a constaté sur elle-même, je pense. Et ce mot d'égoïsme me renvoie tout d'un coup à une phrase de Marx. Je pense que c'est dans
c'est dans l'introduction soit à l'idéologie allemande du jeune Marx, où il parle des eaux glacées du calcul égoïste, c'est-à-dire la passion chevaleresque, et il cite un certain nombre d'éléments qui font l'humanité dans sa communauté universelle, et il accuse en gros l'avancée du capitalisme comme ayant précipité et noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste toutes ces choses qui sont autant de valeurs de l'imaginaire et aussi de la conduite éthique et morale des siècles passés. Et c'est intéressant parce qu'elle utilise aussi le mot égoïste, comme le fait Marx dans, je crois que c'est l'introduction à l'idéologie allemande ou du manifeste, mais je pense... Alors peut-être qu'il est étonnante. Hein, Ouais, parce qu'elle a aussi fait des bois, de reproduction. Enfin, voilà. Elle réfléchit, elle peint. Elle a aussi cet article sur le théâtre de la femme où elle oppose la femme muse et la femme créatrice, très intéressant. Elle fait la différence entre la femme italienne, la créatrice italienne, l'artiste italienne qui est encore dans des revendications, parce que la femme italienne est encore très, très contrainte, alors que la créatrice française est davantage dans l'art pour l'art, puisqu'elles se sont déjà émancipées d'un certain nombre de tutelles. La femme française, en fait, elle confronte la femme française à la femme italienne au début du XXe siècle. Et elle critique le théâtre dans ce qu'il distribue comme rôle aux femmes. Oui. C'est-à-dire les rôles féminins au théâtre sont encore à l'époque la jeune première, la confidente. Il n'y a pas d'héroïne au théâtre. Et c'est aussi un texte très, très, très en avance sur son temps. Non, mais c'est vraiment une pensée fascinante, choquante, perturbante, qui évolue. Tu fais bien d'avoir cité ces textes de la période égyptienne, qui évolue tout au long de sa vie. Et de toute façon, c'est une pensée vivante et pulsionnelle. Et surtout qui ne va pas là où les autres sont allés. Donc à découvrir. Achetez le livre avant de sortir, parce que tout ça est dedans et que la manière dont nous pouvons en parler ne suffit pas. Exactement. Voilà. Les On va remplacer textes, la lecture effective des textes. parce que dans le livre, sont très ce sont puissants. les textes de Valentine que vous avez réunis. Complètement Vous avez en fait un deçà de sa travail. puissance. Complètement en deçà de sa puissance. Il faut l'entendre, il faut la lire, effectivement. Ouais. Il y a des questions? Vous avez des questions? Comment ça se fait qu'elle a été oubliée? Après, elle est revenue elle est pas la seule. à l'armistice. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ces femmes que l'on disait, les bas bleus à la belle époque, beaucoup ont été oubliées en fait. Donc, elle connaît le sort de ces écrivaines qui ont été invisibilisées par l'histoire littéraire. Je pense que c'est aussi dû à peut-être certaines de ses positions et le fait que après la Première Guerre mondiale, voilà, il y a un grand changement de mentalité. Après, il y a aussi son légataire universel, l'épouse de son légataire universel demandait justement que ces textes ne ressortent pas. Elle ne le disait pas comme ça, qu'il fallait la laisser dans le silence en fait, que c'était son souhait de rester dans le silence. Je ne sais pas si Valentine Saint-Point avait très envie de faire l'objet du silence de l'histoire, mais en tout cas l'épouse du légataire universel. Oui, ça c'est des choses importantes parce qu'il faut ressortir. Oui. Mais je pensais que c'était lié au fait que le Quai d'Orsay l'avait pas en affection, qu'elle avait été blacklistée et que ça avait dû jouer beaucoup aussi. Ça se trouve, c'est fort possible. C'est fort possible. Madame, je vous interromps un instant. Est-ce que vous voulez partager un verre? Oui, on avait prévu. Voilà. Le temps avance, nos stagiaires qui vont peut-être On vouloir. prend une petite photo comme trace Ah, ici oui. en plus de la. Je peux peut-être vous. Oui, le temps va passer. Voilà. C'est passionnant. On essaie de.